suis très contente de vous accueillir dès le premier jour de la vendange. Vous montrer la vraie vie, vous montrer comment ça se passe en réalité, vous montrer aussi un peu l'envers du décor. 2024 nous a poussé un peu dans nos retranchements. C'est un millésime que je peux placer sous le signe du challenge. Chaque fin de mois, on a cru que le mois d'après allait être plus chaud, plus sec. Finalement, ça n'est pas arrivé. Chaque mois, on a cru que le mildiou allait nous laisser un peu de répit et ça n'est pas arrivé non plus. On a tenu des cadences pour pouvoir sauvegarder la récolte. On ne pouvait pas faire autrement. La pluie s'arrête jeudi. 5 mm mercredi, ça s'arrête. Ça veut dire qu'on pourrait commencer vendredi. C'est sec et surtout vent du nord. Les matins vont être frais. Ça va limiter les foyers de pourriture, ouais. Très bien. Il faut aller chercher les choses qui risquent de s'abîmer. Le millésime 2024, au moins, est sur le papier. J'ai accouché de mon planning. J'ai mis 12 heures, ce qui est plus longtemps que pour mes 3 enfants cumulés. Mais au moins, il est fait. La 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 la. On l'a fait. Nous, on aime bien ces amitiés qui peuvent se créer pendant les vendanges. On a hâte que tout arrive dans nos cuves et c'est le travail de toute notre année. C'est mon 10e millésime. C'est intarissable, la passion qui nous anime de faire des grands vins, de les faire pour une grande cause. C'est un hôpital qui est propriétaire de 60 hectares et le rôle du régisseur que je suis, c'est de conduire les vignes, c'est d'élaborer les vins et ensuite de les proposer à la vente le 3e dimanche de novembre pour pouvoir financer les investissements de l'hôpital. Donc les gens du territoire de Beaune mais alentour sont extrêmement fiers d'avoir ces hospices de Beaune à la fois en tant qu'hôpital mais aussi en tant que propriétaire vigneron. On se lève le matin, on vit, on dort, on mange, on respire Hospice de Beaune. Je pense que de plus en plus de gens viennent à Beaune parce que c'est une vente qui est unique au monde. C'est toute la ville qui est en émoi, c'est tout le territoire qui se mobilise aussi pour au moment de cette vente aux enchères. Donc on a envie d'accueillir les gens, de leur montrer, de leur partager. On ne fait pas du vin pour soi, on fait du vin pour le partager. La première étape des raisins, quand ils arrivent, déjà, je vais mettre mon nez au-dessus des palettes pour vérifier. Je goûte, je picore des raisins, je picore des grumes. Donc ensuite, l'étape primordiale, quand les raisins arrivent en cuverie, c'est le tri. La consigne, c'est on ne laisse passer que ce qu'on mangerait. Ben, ça va, c'est un peu du caviar là que vous triez, vous avez quand même pas beaucoup à faire. Non mais je défie quiconque de me dire que ça sera un millésime mauvais parce que le temps a été mauvais. C'est que des gens qui n'ont pas vu les raisins qui vont pouvoir dire ça. Mais je vais vous en faire des jolies choses. Je vais tout faire pour. Je reste intimement convaincue que le tri à la main, ça reste la meilleure des méthodes. Ça, le tri optique va l'enlever. Bah oui, oui, mais moi, ça me sert. Bah oui. J'ai toujours dit que vous étiez tout le temps la partie cachée du tableau. Si vous ne faites pas le job, moi, derrière, dans une cuve, je peux avoir n'importe quoi. Et j'en ferai pas des miracles. Souvent, les gens pensent que le métier s'arrête. Une fois qu'on a vendangé, c'est bon, c'est facile. Alors, ça a une part de vrai, c'est-à-dire qu'on est rassuré d'avoir mis nos raisins à l'abri. Mais pour autant, c'est une autre aventure qui commence. Et c'est l'aventure de la vinification en chardonnay et en pinot noir qui sont passionnantes. Les chardonnays, eux, ont été pressés directement, ont été mis en fût, ils sont en train de fermenter à l'heure où on parle. Et déjà, ils livrent un très bel équilibre, une belle pureté aromatique. Voilà, ça c'est le jour 1. C'est les raisins qui sont encore en petites billes, en petites baies, qui n'ont pas encore tout éclaté. On voit que le jus commence à se former sous l'écrasement du propre poids des baies du dessus, donc il remonte un petit peu. Ça sent bon le raisin frais, alors c'est une odeur qui est difficile à décrire, mais ça a une maturité aromatique, un peu de rhubarbe, de figues, de fruits rouges aussi. Tu sens là? La rhubarbe, il y en a beaucoup, ouais. Hein, c'est fou, hein? Ouais, alors j'adore ça. Non mais Sébastien, tu ne peux pas boire tous les jus parce que tu aimes la rhubarbe. J'adore la rhubarbe. Ah, c'est flagrant là. Bon, hein? Pour le coup, j'ai parfois du mal à sentir, mais là... On te gêne là peut-être. Vous assistez au tout premier remontage de l'année. Première cuve, premier montage, jour 1. Là, l'opération consiste à pomper le jus qui s'est déjà formé par l'écrasement des baies au bout de la journée qui vient de s'écouler et de le faire passer par la pompe pour le faire repercoler à travers le reste de la cuve. Ça mélange. L'ennemi du moment, pour l'instant, c'est l'air. Toute la couleur qu'on est en train d'aller chercher,
tous les arômes qu'on est en train d'aller extraire, pour l'instant, ils sont très sensibles à l'air, ils sont fragiles, ils sont ce qu'on appelle oxydables. Comprenez une notion de vieillissement. Et une fois qu'ils sont oxydés, c'est trop tard, il n'y a pas de machine arrière possible. Allez Victoire, pigeage sur la 38, s'il te plaît, histoire de voir comment ça sort. Ouh, elle est belle. Ouais. Je suis désolée, je vais utiliser tes bras. Hein. Donc ça consiste à enfoncer la matière solide dans le jus. Donc on voit bien hein, que c'est un peu plus péchu, un peu plus fort dans l'intensité en tout cas qu'un remontage, qui n'est pas facile à montrer mais que Victoire doit bien sentir dans ses épaules. C'est finalement la résistance de ce chapeau qui est poussé par le gaz et par la fermentation et qu'il faut remettre un peu avec une certaine violence quand même, disons-le. C'est un peu la cafetière, vous savez, à travers laquelle le café, on pousse un peu le café au fond de la cafetière. Ça fait un café souvent un peu plus fort. Alors ça, c'est une cuve qui est à peu près au milieu de sa macération. Voilà, il lui reste encore la dernière ligne droite à parcourir. Tu veux passer de l'autre côté, Victoire? Elle est trop belle, je l'adore. On dirait une poupée. Durant toutes ces journées, nous alternons les remontages ou alors le pigeage. Là, c'est plutôt la matière solide que l'on enfonce dans le jus, mais les deux ont la même vocation, c'est celle d'extraire, d'aller chercher dans les pots et d'enrichir le jus qui est en train de devenir du vin dans les matières qui nous intéressent, à savoir les arômes, la couleur et les tanins. Là, vous êtes en train de flirter avec la différence entre un bon vin et un grand vin. Elle sent bon d'ici. C'est incroyable, même de ça, se libère des arômes incroyables. Tu débordes pas, hein? T'as vu la pression là? Bah, puis c'est lourd, hein, au bout du bras. Hein. C'est vraiment lourd, hein, c'est physique. Hein. Ah, là on est en train de finir de vider, tu vois. Dans quelques jours, celle-là, elle sera comme ça. Et ensuite, cette partie solide là qu'on peut voir, eh bien, elle descend et on va tranquillement ouvrir les portes et venir la pelleter, la mettre dans des bacs et la presser. Non, ça je veux moi. Viens voir par là. Voilà. C'est un petit peu comme les strates de la terre. Voilà. Là, c'est toute la couche de pépins qu'on ne veut pas. Ça, c'est le marc, la partie vraiment qui contient encore du vin, qui est encore imbibé de jus et de vin et qu'on va aller récupérer. Allez, à toi de jouer, Flav. Là, on est sur les Volnay et la cuvée Muto. Alors, on goûte des tanins très ronds, très suaves, très enrobés. Et là, c'est la première fois que tu nous goûtes. Cette cuve, elle a 21 jours, donc je l'ai goûtée au moins 21 fois, il faut que j'avoue. Hein. Donc ça, c'est la dégustation couplée à l'analyse qui nous donne l'instruction ou l'information, en tout cas, de ce qu'il faut faire sur les cuves. Et où allez-vous, monsieur? Au pressoir. À un moment donné, je vais poser mes bottes quand même. Hein. Là, on récupère le marc pour pouvoir le presser parce qu'il est encore imbibé de vin. Une fois que le marc est dans le pressoir et que les portes du pressoir se ferment et que tout est envoyé dans la cuve, voilà, le vin est définitivement prêt à être mis en fût. Mais on va laisser tranquillement se reposer un peu en cuve. Et puis dans quelques semaines, il sera en fût. Et si vous voulez, je peux vous emmener voir la cuve où ça va être envoyé. Comme ça, vous allez pouvoir voir la différence entre les vins qu'on appelle le vin de presse, qu'on va pousser pour rejoindre la cuve de départ. Je vous emmène. Voilà, donc là c'est du vin, ça y est, c'est fait. Il est encore chaud, je vais aller mettre la cuve pour la refroidir. Il est environ à 28 ou 30 degrés. Et on a vraiment de la framboise écrasée, de la fraise des bois, on a des fruits rouges. On aurait beau eu attendre d'avoir plus de sucre, ça ne serait jamais venu. En revanche, je crois qu'on a bien fait d'aller récolter quand nous y sommes allés parce qu'on a pu garantir cette maturité aromatique-là du pinot. C'est toujours teinté d'un peu
C'est toujours teinté d'un peu à la fois d'accomplissement, c'est un sentiment d'un goût de l'accompli, puis un peu le trac quand même. Parce qu'à partir de maintenant, les gens vont le goûter et vont dire ce qu'ils en pensent. Nous, on l'aime bien, hein. Nous, on trouve ça bon. Je savais que ça allait être bon, je le savais. On le savait. Peut-être effectivement qu'on peut dire que 2024 va nous recentrer un peu sur le style Bourgogne, par opposition à des millésimes jusqu'à présent qui ont été un peu plus solaires, un peu plus chauds, un peu plus alcooleux. Mais là, pas du tout. On aura certainement une fraîcheur à la fois aromatique, à la fois dans l'acidité, dans des tanins un peu plus souples, un peu plus frais aussi. Donc voilà, c'est bien parce que ça fait l'identité de la Bourgogne, hein. Chaque millésime est différent.